La pluie tambourinait contre les vitres teintées de la Rolls-Royce Phantom noire qui glissait silencieusement dans les rues pavées du 8e arrondissement de Paris. Alexandre Beaumont, 42 ans, milliardaire et héritier de l'empire Beaumont Holdings, fixait l'écran de son téléphone avec une expression d'ennui profond. Encore une soirée mondaine. Encore un dîner où il devrait sourire poliment, pendant que des hommes d'affaires lui parlèrent de leurs dernières acquisitions et où des femmes couvertes de diamants essayèrent de capter son attention. Sa vie était devenue une succession interminable de ces moments vides, prévisibles, asphyxiants. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais quelque chose d'essentiel manquait cruellement à son existence. Un vide que même ses 63 millions d'euros de revenus annuels ne pouvaient combler. Le chauffeur ralentit devant l'entrée discrète du Lumière d'Étoiles, un restaurant gastronomique 3 étoiles Michelin, où les plus puissants de Paris venaient dépenser en une soirée ce qu'une famille moyenne gagnait en un an. Alexandre soupira, ajusta sa cravate Hermès et sortit du véhicule. L'air de novembre était glacial, chargé de cette humidité parisienne qui pénètre jusqu'aux os. Il se dirigea vers l'entrée, son pas assuré trahissant des années d'habitude et de privilèges. Le portier s'inclina respectueusement. « Bonsoir, monsieur Beaumont. Votre table habituelle vous attend. » Alexandre hocha à peine la tête. Il connaissait ce ballet depuis toujours. La déférence des employés, les regards envieux des autres clients, l'isolement doré qui l'entourait comme une cage invisible. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, élégante. Des nappes blanches immaculées, des couverts en argent massif, des verres en cristal de baccarat qui captaient la lumière tamisée des lustres. Le maître d'hôtel le guida à travers la salle vers sa table près de la fenêtre, celle qui offrait une vue parfaite sur l'avenue Montaigne illuminée. Alexandre s'installa, commanda machinalement un verre de Château Margaux 2005 et se prépara mentalement à endurer les 2 prochaines heures. Son associé, Pierre Dufresne, arriverait dans 20 minutes avec sa femme insupportable qui ne parlait que de sa collection de sacs Birkin. Alexandre ferma les yeux un instant, se demandant comment sa vie avait pu devenir si prévisible, si terriblement ennuyeuse. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément et m'encourage à créer plus de contenu passionnant pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire, que pensez-vous d'Alexandre jusqu'à présent? Pouvez-vous comprendre son ennui malgré toute sa richesse? C'est alors qu'elle apparut. Une serveuse qu'il n'avait jamais vue auparavant dans cet établissement où le personnel changeait rarement. Elle s'approchait de sa table avec une grâce naturelle qui contrastait avec l'atmosphère guindée du lieu. Grande, mince, avec de longs cheveux châtains relevés en un chignon élégant mais légèrement décoiffé, comme si elle venait de terminer un service particulièrement chargé. Ses yeux étaient d'un vert émeraude profond, le genre de regard qui semblait pouvoir voir à travers les façades et les mensonges. Elle portait l'uniforme noir classique du restaurant, mais sur elle, cela avait quelque chose de différent. Elle ne semblait pas intimidée par le luxe qui l'entourait, ni par les clients fortunés qu'elle servait. Il y avait en elle une dignité tranquille, une force intérieure qui captiva immédiatement Alexandre. Elle s'arrêta près de sa table, un carnet à la main, et le regarda droit dans les yeux avec un sourire qui fit quelque chose d'étrange à son cœur. Ce n'était pas le sourire professionnel et figé qu'il avait l'habitude de recevoir. C'était un sourire authentique, chaleureux, presque complice, comme si elle partageait un secret avec lui. « Bonsoir, monsieur », dit-elle d'une voix douce mais assurée. Puis, après une pause presque imperceptible, elle ajouta avec ce même sourire énigmatique « Vous ne me reconnaissez pas ?» Ces mots tombèrent entre eux comme une pierre dans un lac tranquille, créant des ondulations qui perturbèrent le calme artificiel de la soirée d'Alexandre. Il la fixa, son esprit cherchant frénétiquement dans sa mémoire. Ce visage, ses yeux verts. Il y avait quelque chose de familier, mais impossible de mettre le doigt dessus. Était-ce une ancienne conquête qu'il aurait oubliée? Non, il n'oubliait jamais les femmes avec qui il avait été impliqué, même brièvement. Une relation d'affaires? Peu probable. Elle était trop jeune, peut-être 28 ou 30 ans, une amie d'amis lors d'une soirée quelconque. Alexandre détestait admettre qu'il ne se souvenait pas. Lui qui possédait une mémoire exceptionnelle pour les chiffres, les contrats, les transactions complexes, se retrouvait désarçonné par cette simple question. « Excusez-moi », commença-t-il, son arrogance habituelle momentanément ébranlée. « Je crains de ne pas… » Elle pencha légèrement la tête, son sourire s'élargissant, révélant des dents parfaitement blanches.
Dans ses yeux dansait quelque chose qui ressemblait à de l'amusement, mêlé à une émotion plus profonde, plus difficile à déchiffrer. « C'est normal », dit-elle doucement. « Cela fait longtemps, et vous étiez différent alors. » Elle laissa ces mots flotter dans l'air entre eux, chargés de mystères et de promesses non dites. Alexandre sentit son pouls s'accélérer, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Différent comment ?» demanda-t-il, se penchant légèrement en avant, soudain complètement captivé. Le dîner d'affaires avec Pierre était complètement sorti de son esprit. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, quelque chose d'inattendu se produisait dans sa vie parfaitement orchestrée. Cette femme, cette serveuse, venait de briser la monotonie de son existence avec une simple phrase, et il se découvrait avide d'en savoir plus. Qui était-elle? Où s'était-il rencontré? Et pourquoi son cœur battait-il maintenant comme celui d'un adolescent? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle sortit son carnet et dit d'une voix professionnelle, mais avec une lueur de malice dans le regard, « Puis-je prendre votre commande, monsieur Beaumont ?» L'utilisation de son nom, prononcé avec une familiarité subtile, confirma qu'elle le connaissait vraiment. Alexandre réalisa qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation, ce qui ne lui arrivait jamais. Dans sa vie, c'était toujours lui qui menait la danse, qui posait les questions, qui dictait les termes. Mais cette femme mystérieuse venait de renverser les rôles avec une facilité déconcertante. « Attendez, dit-il, levant une main. « S'il vous plaît, dites-moi qui vous êtes. » Son ton n'était plus celui d'un milliardaire, habitué à ce que ses ordres soient exécutés immédiatement. C'était presque une supplication. Elle le regarda longuement, comme si elle évaluait quelque chose en lui, cherchant à déterminer s'il méritait une réponse. Finalement, elle dit « Mon nom est Sophie, Sophie Moreau, et il y a 15 ans, vous m'avez sauvé la vie. » Ces mots frappèrent Alexandre comme une décharge électrique. 15 ans. 2010. Il avait 27 ans à l'époque, encore jeune, encore plein d'idéalisme, avant que le poids des affaires familiales ne transforme peu à peu son cœur en pierre. Les souvenirs commencèrent à affluer, fragmentés, comme des morceaux d'un puzzle qu'il avait oublié avoir possédé. 2010. Il n'était pas encore le PDG de Beaumont Holdings. Son père était encore en vie, dirigeant l'empire d'une main de fer. Alexandre travaillait dans les départements opérationnels, apprenant le métier de l'intérieur, loin des bureaux luxueux et des décisions stratégiques. Il voyageait beaucoup à cette époque, supervisant personnellement certains projets, une approche que son père encourageait pour qu'il comprenne vraiment chaque aspect de l'entreprise familiale. L'été 2010, il était où exactement? La Rochelle, murmura Sophie, comme si elle lisait dans ses pensées. Vous vous en souvenez maintenant? Et soudain, oui, il s'en souvenait. La Rochelle, le projet de développement immobilier sur la côte. Il était descendu là-bas pour 3 semaines, supervisant la construction d'un complexe hôtelier de luxe. Il avait 27 ans, moins cynique, plus ouvert au monde. C'était avant la mort de son père, avant le poids écrasant des responsabilités, avant que sa vie ne devienne une succession de réunions de conseils d'administration et de dîners mondains. La Rochelle, l'odeur de la mer, les cris des mouettes, et une jeune fille. « Mon Dieu !» souffla Alexandre, les images revenant avec une clarté soudaine. « Vous êtes la fille qui... sur le port !» Sophie hocha la tête, ses yeux brillant maintenant d'une émotion contenue. « Je me suis presque noyée. J'avais 15 ans, stupide et imprudente. J'avais voulu impressionner mes amis en nageant jusqu'à une bouée trop éloignée. Les courants m'ont emporté. J'ai paniqué, bu la tasse, commencé à couler. Et vous étiez là sur votre yacht. Vous m'avez vu. Vous avez plongé tout habillé, costume Hugo Boss et tout sans hésiter une seconde. » Elle sourit à ce souvenir, un sourire empreint de gratitude et de quelque chose de plus profond. Alexandre se rappelait maintenant avec une précision photographique cette journée ensoleillée de juillet. Il était sur le pont du yacht qu'il utilisait pour se détendre après les longues journées sur le chantier. Il avait vu une silhouette lutter dans l'eau, trop loin du rivage, en détresse évidente. Il n'avait pas réfléchi, n'avait pas pesé le pour et le contre, n'avait pas calculé les risques ou les avantages. Il avait simplement plongé. Dans l'eau froide, il avait nagé puissamment vers elle, l'avait attrapée juste au moment où elle coulait pour la 3e fois, l'avait ramenée à la surface, puis jusqu'au yacht. Elle était à moitié consciente, terrifiée, toussant de l'eau salée. Il l'avait enveloppée dans une couverture, avait appelé les secours, était resté avec elle jusqu'à ce que l'ambulance arrive. « Vous êtes resté avec moi à l'hôpital.
continua Sophie, sa voix se brisant légèrement. Pendant 3 heures, jusqu'à ce que mes parents arrivent de Paris. Vous m'avez tenu la main. Vous m'avez raconté des histoires pour me distraire, me faire oublier ma peur. Vous avez été gentil, vraiment gentil. Pas le riche businessman qui faisait son devoir. Juste un être humain qui se souciait d'une adolescente effrayée qu'il ne connaissait même pas. Les larmes montèrent dans ses yeux maintenant, mais elle les retenait avec dignité. Vous avez changé ma vie ce jour-là, monsieur Beaumont. Et pas seulement parce que vous m'avez sauvé de la noyade. Alexandre était abasourdi. Il se souvenait de cet épisode maintenant, mais il l'avait relégué dans un coin de sa mémoire, comme tant d'autres événements de sa vie. Il n'avait jamais imaginé que cela avait eu un tel impact sur cette jeune fille. Pour lui, c'était simplement ce qu'on faisait quand on voyait quelqu'un en danger, une réaction humaine normale. Il n'avait jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue, n'avait jamais pensé à elle après son départ de La Rochelle quelques jours plus tard. « Je ne savais pas, dit-il doucement. Je veux dire, je suis content que vous alliez bien, mais je n'ai jamais pensé que cela comptait, termina Sophie pour lui. C'est le problème, monsieur Beaumont. Pour vous, c'était juste un acte anodin, mais pour moi, c'était tout. Après cet été-là, j'ai décidé de vivre différemment, de ne jamais oublier que chaque action compte, que chaque gentillesse laisse une trace. Vous m'avez montré ce jour-là qu'il y avait encore de la bonté dans le monde, même chez les gens riches que je pensais superficiels et égoïstes. Elle marqua une pause. Mes parents vous ont cherché pendant des mois pour vous remercier correctement, mais vous aviez disparu. De retour à Paris, dans votre monde. Et nous étions juste une famille de classe moyenne, sans les connexions pour atteindre quelqu'un comme vous. La culpabilité traversa Alexandre comme une lame froide. Il ne se rappelait même pas avoir laissé ses coordonnées. Il était reparti de La Rochelle, avait repris sa vie et avait oublié. Comment avait-il pu oublier? Quand était-il devenu cet homme qui pouvait sauver une vie et puis simplement passer à autre chose sans un regard en arrière? Sophie, je suis désolé. Je ne savais pas que vous vouliez me retrouver. Elle leva une main, l'interrompant avec douceur. Ce n'est pas un reproche, monsieur Beaumont. C'est juste un constat. Nous venons de mondes différents. Pour vous, c'était un acte de bravoure parmi tant d'autres. Pour moi, c'était le jour qui a défini le reste de ma vie. Comment m'avez-vous retrouvé? Demanda Alexandre, sa curiosité piquée. Comment savez-vous que je serais ici ce soir? Un sourire mystérieux étira les lèvres de Sophie. Je ne le savais pas. C'est le destin, j'imagine. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à travailler ici. J'étudie l'anthropologie à la Sorbonne, mais je dois payer mes frais de scolarité. Le Lumière d'étoiles paie bien et les horaires sont flexibles. J'ai vu votre nom dans le registre des réservations le premier jour, mais je n'étais pas sûr que ce soit vous. Alexandre Beaumont, ce n'est pas un nom rare. Puis je vous ai vu entrer ce soir et j'ai su immédiatement. Votre visage a changé, vous êtes plus âgé, plus fatigué peut-être, mais vos yeux sont les mêmes. Ces yeux qui m'ont regardé avec tant d'inquiétude quand vous m'avez sorti de l'eau. Alexandre était troublé par ses propres émotions. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui le touchait profondément, qui réveillait des parties de lui-même qu'il pensait mortes depuis longtemps. Ce jeune homme idéaliste qui avait plongé dans l'eau sans hésitation, où était-il passé? Quand avait-il disparu, remplacé par ce businessman cynique et désabusé qui ne ressentait plus rien? Vous disiez que j'étais différent alors, dit-il lentement. Vous avez raison, j'étais, je ne sais pas, plus jeune, plus naïf peut-être. Sophie secoua la tête. Non, pas naïf, plus humain, plus connecté à ce qui compte vraiment. Un silence s'installa entre eux, lourd de signification. Autour d'eux, le restaurant continuait sa routine élégante. Des convives riaient poliment, des couverts tintaient contre la porcelaine fine, des serveurs glissaient silencieusement entre les tables. Mais pour Alexandre, le monde s'était rétréci jusqu'à cette seule table, cette seule femme, ce seul moment de vérité. « Vous avez mentionné que j'avais changé votre vie, » dit-il finalement. « Comment exactement ?» Sophie sembla peser ses mots avant de répondre. « Après cet été, j'ai décidé de vivre avec intention, de faire des choix qui comptent. Mes parents voulaient que je devienne avocate ou médecin, quelque chose de prestigieux et lucratif. Mais j'ai choisi l'anthropologie parce que je voulais comprendre les êtres humains, ce qui nous pousse à aider ou à détruire, à créer ou à consommer. Vous m'avez appris qu'un seul geste peut changer une vie. Je voulais consacrer ma vie à comprendre pourquoi certaines personnes font ces gestes et d'autres non. Et qu'avez-vous découvert? Demanda Alexandre fasciné. Sophie le regarda intensément. Que la plupart des gens perdent cette capacité en grandissant. Ils se protègent,
construisent des murs, deviennent prudents et calculateurs. Ils oublient que nous sommes tous connectés, que chaque action a des répercussions. Ils oublient de ressentir. Ces mots frappèrent Alexandre en plein cœur. C'était exactement ce qui lui était arrivé. Quand était-ce arrivé? Après la mort de son père, après avoir pris la tête de l'entreprise et réalisé que chaque décision qu'il prenait affectait des milliers d'employés, après son divorce désastreux avec Isabelle, qu'il avait épousée pour son argent et était parti avec la moitié lors d'une bataille juridique épuisante. Vous avez raison, admit-il, une confession qu'il n'aurait jamais faite à personne d'autre. Je me suis protégé. J'ai construit tellement de murs que parfois je me demande s'il reste encore quelque chose à l'intérieur. Sophie tendit la main et, dans un geste audacieux étant donné leur différence de statut, la posa brièvement sur la sienne. Le contact dura à peine 2 secondes, mais Alexandre sentit une chaleur se propager dans son bras, dans sa poitrine, réveillant quelque chose qu'il croyait mort. « Il reste beaucoup de choses, » dit-elle doucement. « Je peux le voir, vous êtes juste endormi, comme un ours en hibernation. Mais l'homme qui a plongé dans cette eau est toujours là, quelque part. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la voix forte de Pierre Dufresne retentit à travers le restaurant. « Alexandre, désolé du retard, mon ami. Tu sais comment c'est, le trafic dans cette ville devient impossible. » Pierre approchait, sa femme Véronique à son bras, tous deux vêtus avec une élégance criarde qui sentait l'argent à des kilomètres. Sophie se redressa immédiatement, reprenant son rôle de serveuse professionnelle. « Je reviendrai prendre votre commande dans quelques minutes, monsieur Beaumont, » dit-elle formellement, mais ses yeux disaient quelque chose de différent. Quelque chose comme « Nous n'en avons pas fini ». Alexandre la regarda s'éloigner, son cœur battant d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Le dîner qui suivit fut une torture. Pierre parlait sans arrêt d'une acquisition potentielle en Asie du Sud-Est. Véronique se plaignait de son dernier voyage à Dubaï, qui avait été décevant, parce que leur suite au Burj Al Arab n'avait que 700 mètres carrés au lieu des 800 promis. Alexandre hochait la tête aux moments appropriés, faisait les commentaires nécessaires, mais son esprit était ailleurs. Ses yeux cherchaient constamment Sophie dans la salle. Il la voyait servir d'autres tables avec la même grâce, le même professionnalisme, mais jamais elle ne regardait dans sa direction. C'était comme si leur conversation n'avait jamais eu lieu, comme si elle l'avait déjà oublié. Cela le frustrait d'une manière qui le surprenait lui-même. Depuis quand se souciait-il de l'attention d'une serveuse? Mais ce n'était pas juste une serveuse, n'est-ce pas? C'était Sophie, la fille qu'il avait sauvée. La jeune femme qui le voyait vraiment, qui avait reconnu quelque chose en lui qu'il avait lui-même oublié. « Tu m'écoutes, Alexandre ?» La voix irritée de Pierre le ramena brusquement à la conversation. « Pardon, j'étais distrait. Tu disais ?» Pierre fronça les sourcils. « Je disais que nous devons nous décider avant vendredi. Les Chinois vont faire une contre-offre et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette opportunité. » Alexandre força son attention sur les détails de l'affaire, sur les chiffres et les stratégies. C'était son monde, après tout. Le monde des millions et des milliards, des acquisitions et des fusions, du pouvoir et du prestige. Un monde qui lui semblait soudainement creux et dénué de sens. Le repas dura 2 heures interminables. Sophie revint plusieurs fois à leur table, mais toujours professionnelle, toujours distante. Elle prenait les commandes, apportait les plats, remplissait les verres de vin. Jamais elle ne croisa le regard d'Alexandre plus de quelques secondes. C'était comme si elle l'évitait délibérément, et cela le rendait fou. Quand le dessert arriva finalement, une création complexe de chocolat et framboises qui coûtait probablement plus cher que ce que Sophie gagnait en une journée, Alexandre n'en pouvait plus. Pendant que Pierre et Véronique étaient absorbés dans une discussion sur leur plan pour les fêtes de fin d'année à Saint-Barthélemy, Alexandre fit signe à Sophie. Elle s'approcha, son expression neutre, mais ses yeux révélant qu'elle savait exactement ce qu'il voulait. « Oui, monsieur Beaumont ?» Il sortit discrètement une de ses cartes de visite et la glissa vers elle sous la nappe. « J'aimerais vous parler. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. Appelez-moi. » Sophie regarda la carte sans la toucher. Un long moment passa. Puis avec un petit sourire énigmatique, elle dit à voix basse « Vous voulez parler du passé, monsieur Beaumont, ou vous voulez soulager votre conscience ?» La question le prit au dépourvu. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Peut-être les deux. Peut-être aucun. Je sais juste que notre conversation de tout à l'heure n'était pas terminée. » Sophie sembla considérer cela. Finalement, elle prit la carte et la glissa dans la poche de son tablier. « Je réfléchirai, » dit-elle simplement avant de s'éloigner pour s'occuper d'une autre table.
Alexandre se retrouva à fixer l'endroit où elle s'était tenue, frustré par cette réponse ambiguë, mais aussi étrangement excité par le défi qu'elle représentait. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'une femme lui avait résisté, même subtilement? Dans son monde, les femmes se jetaient à ses pieds, attirées par son argent, son pouvoir, son nom. Mais Sophie était différente. Elle le traitait comme un être humain, pas comme un portefeuille ambulant ou un trophée à conquérir. Le dîner se termina enfin. Pierre et Véronique prirent congé, parlant de leur prochain rendez-vous à Roland-Garros le mois suivant. Alexandre les regarda partir, puis se tourna vers le fond du restaurant où Sophie débarrassait une table. Il hésita. Une partie de lui voulait partir, reprendre sa vie normale, oublier cette rencontre perturbante. Mais une autre partie, une partie qu'il pensait morte depuis longtemps, voulait rester, attendre qu'elle termine son service, découvrir qui elle était devenue. Finalement, il prit une décision. Il se dirigea vers le vestiaire, récupéra son manteau et demanda au maître d'hôtel de transmettre un message à Sophie. « Dites-lui que je l'attendrai dehors, que je peux la raccompagner chez elle quand son service sera terminé. » Le maître d'hôtel, habitué aux demandes étranges des clients fortunés, hocha simplement la tête. Alexandre sortit dans la nuit froide de novembre. La pluie avait cessé, mais l'air était chargé d'humidité. Il fit signe à son chauffeur de l'attendre, puis s'appuya contre le mur du restaurant, les mains dans les poches de son manteau Burberry. Il se sentait ridicule. Un homme de 42 ans, milliardaire, qui attendait dehors dans le froid, comme un adolescent espérant apercevoir sa première petite amie. Mais il ne pouvait pas partir. Pas encore. Quelque chose dans cette rencontre avec Sophie avait fissuré le vernis de son existence soigneusement contrôlé, et il devait savoir où cela menait. 30 minutes passèrent, puis 1 heure. Alexandre commençait à penser qu'elle avait refusé son invitation, qu'elle était partie par une autre sortie pour l'éviter. Il s'apprêtait à abandonner quand la porte du restaurant s'ouvrit et Sophie sortit. Elle avait troqué son uniforme contre un jean simple, des bottes usées et un manteau de laine bleu marine qui avait connu de meilleurs jours. Ses cheveux étaient maintenant détachés, cascadant sur ses épaules. Sans le costume de serveuse, elle paraissait encore plus jeune, plus vulnérable, mais aussi plus authentique. Elle le vit immédiatement et s'arrêta, surprise. « Vous êtes vraiment resté », dit-elle, et il ne put déterminer si elle était impressionnée ou consternée. « J'ai dit que j'attendrais », répondit Alexandre simplement. « Je tiens mes promesses. » Sophie s'approcha lentement, scrutant son visage à la lueur des réverbères. « Pourquoi, monsieur Beaumont? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Un souvenir agréable pour égayer votre soirée ennuyeuse? Une bonne action pour apaiser votre conscience de riche ?» Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, comme si elle voulait être convaincue que ses intentions étaient pures. Alexandre réfléchit soigneusement avant de répondre. « Je ne sais pas exactement ce que je veux, » admit-il. « Mais je sais que vous avez dit quelque chose ce soir qui m'a touché. Vous avez dit que l'homme qui a plongé dans cette eau était toujours là, quelque part. J'aimerais croire que c'est vrai. J'aimerais le retrouver. » Sophie le regarda longuement, comme si elle essayait de lire la vérité dans ses yeux. Finalement, elle dit « D'accord, mais pas ce soir. Je suis fatiguée, et vous êtes probablement encore sous le choc de notre rencontre. Donnez-moi 2 jours. Je vous appellerai samedi matin. » Elle commença à s'éloigner, mais Alexandre l'appela. « Sophie !» Elle se retourna. « Laissez-moi au moins vous raccompagner chez vous. Il est tard et il fait froid. » Elle secoua la tête. « Non, merci. Je préfère prendre le métro. Votre monde et le mien sont trop différents, monsieur Beaumont. Je ne monte pas dans des Rolls-Royce et vous ne prenez pas le métro. C'est mieux ainsi pour l'instant. » Et avant qu'il ne puisse protester, elle disparut dans la nuit, avalée par les rues de Paris. Alexandre resta là, seul dans le froid, se sentant étrangement rejeté et en même temps plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Il monta finalement dans sa voiture et donna son adresse au chauffeur. Pendant le trajet vers son appartement de 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement, il réfléchit à tout ce qui s'était passé ce soir. Une simple soirée au restaurant s'était transformée en quelque chose de bien plus significatif. Sophie Moreau, la fille qu'il avait sauvée et qui, d'une certaine manière, venait peut-être de commencer à le sauver lui. Il se demandait ce qu'elle voulait vraiment. De l'argent? Une faveur? Ou était-elle vraiment juste heureuse de le revoir, de fermer une boucle ouverte 15 ans auparavant? Les 2 jours suivants furent une torture pour Alexandre. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Pendant les réunions du conseil d'administration, son esprit dérivait vers Sophie. Que était-elle en train de faire? Pensait-elle à lui?
Allait-elle vraiment appeler? Il se surprit à vérifier son téléphone toutes les 10 minutes, un comportement qu'il trouvait pathétique, mais qu'il ne pouvait pas contrôler. Ses assistants remarquèrent son humeur étrange. Sa secrétaire, Madame Rousseau, qui travaillait pour lui depuis 10 ans, lui demanda même s'il se sentait bien. « Vous semblez distrait, Monsieur Beaumont. Ce n'est pas votre habitude. » Alexandre l'assura que tout allait bien. Mais c'était un mensonge. Samedi matin arriva enfin. Alexandre se réveilla à 6 heures, incapable de dormir plus longtemps. Il prépara du café, il avait donné congé à sa gouvernante pour le week-end, voulant être seul, et s'installa dans son salon minimaliste décoré par un designer d'intérieur renommé. Tout dans son appartement était parfait, chaque objet soigneusement choisi, chaque surface impeccable. Mais c'était aussi terriblement impersonnel. Il n'y avait rien qui révélait vraiment qui était Alexandre Beaumont. Pas de photos de famille, pas de souvenirs d'enfance, pas de désordre humain. Juste l'exposition d'un goût raffiné et d'une richesse considérable. C'était comme vivre dans une galerie d'art, beau mais froid. À 9 heures précises, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Le cœur d'Alexandre fit un bond. « Allô? Bonjour, Monsieur Beaumont. C'est Sophie. » Sa voix était claire, assurée. « J'espère que je ne vous réveille pas. »« Non, non, j'étais debout, » dit Alexandre, essayant de garder un ton décontracté même si son pouls s'était accéléré. « Je suis content que vous ayez appelé. » Il y eut un bref silence. « J'ai beaucoup réfléchi ces 2 derniers jours, » dit Sophie, « à ce que vous avez dit, à ce que vous cherchez. Je pense que je peux vous aider, mais cela nécessitera quelque chose de votre part. »« Quoi donc ?» demanda Alexandre, intrigué. « Votre temps et votre ouverture d'esprit. Je ne veux pas d'argent, Monsieur Beaumont. Je ne veux pas que vous fassiez un don à mon université ou que vous payiez mes frais de scolarité. Ce que je vous propose est différent. » Alexandre attendit, retenant son souffle. « Je vous propose de passer une journée dans mon monde, » continua Sophie. « Pas dans votre Rolls-Royce, pas dans vos restaurants 3 étoiles, pas dans vos clubs privés, dans mon monde réel. Le métro, les cafés de quartier, les marchés aux puces. Je veux que vous voyiez Paris comme je le vois. Et en échange, peut-être que vous retrouverez cet homme qui a plongé dans l'eau il y a 15 ans. Qu'en dites-vous » Alexandre fut surpris. De toutes les demandes qu'il avait imaginées, celle-ci n'en faisait pas partie. Une partie de lui voulait refuser. Il était Alexandre Beaumont, après tout. Il avait des responsabilités, un statut à maintenir. Que diraient les gens s'ils le voyaient dans le métro? Mais une autre partie de lui, cette partie qui s'était réveillée l'autre soir au restaurant, était intriguée, excitée même. « D'accord, » dit-il finalement. « Quand ?»« Aujourd'hui, » répondit Sophie sans hésitation. « Si vous êtes vraiment sérieux. Retrouvez-moi à 11 heures à la station de métro Châtelet. Et Monsieur Beaumont, habillez-vous simplement. Pas de costumes à 3 000 €. Un jean, un pull, une veste normale. Vous devez avoir ça dans votre garde-robe, non ?» Alexandre regarda son dressing rempli de costumes Armani, Brioni et Tom Ford. Quelque part au fond, il devait avoir quelque chose de casual. « Je trouverai quelque chose, » promit-il. « Parfait. À tout à l'heure alors. Et Monsieur Beaumont, venez seul. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, pas d'assistant. Juste vous. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Alexandre fixa son téléphone pendant un long moment. Que était-il en train de faire? C'était de la folie. Il avait une réputation à protéger, une image à maintenir. Mais en même temps, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, vraiment curieux de ce qui allait se passer ensuite. Il se dirigea vers sa chambre et commença à fouiller dans son dressing. Au fond, derrière les rangées de costumes impeccables, il trouva un jean Levi's qu'il avait acheté lors d'un voyage à Los Angeles il y a 3 ans et qu'il n'avait jamais porté, un pull en cachemire gris simple et une veste en cuir vintage que son ex-femme lui avait offerte et qu'il avait gardée malgré leur divorce acrimonieux. Il s'habilla, se regarda dans le miroir et faillit rire. Il avait l'air normal, presque ordinaire. C'était étrange et libérateur à la fois. À 10h30, Alexandre sortit de son immeuble par l'entrée principale pour la première fois depuis des mois. Habituellement, il utilisait le garage souterrain où sa voiture l'attendait. Mais aujourd'hui, il marcha dans les rues comme n'importe quel Parisien. C'était une belle journée de novembre, fraîche mais ensoleillée. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les trottoirs. Des familles se promenaient. Des couples se tenaient par la main. Des joggeurs couraient dans le parc. Alexandre réalisa avec un choc qu'il avait presque oublié à quoi ressemblait la vie normale. Il héla un taxi.
un acte en soi extraordinaire pour lui, et donna l'adresse de la station Châtelet. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, ne reconnaissant pas le milliardaire célèbre sous ses vêtements ordinaires. Ils parlèrent du temps, du trafic, de football. Des choses banales, mais étrangement agréables. Quand Alexandre arriva à Châtelet, il était 10h55. La station était bondée, un flot constant de gens montant et descendant les escaliers, se précipitant vers leur destination. L'air sentait un mélange de parfums, de pain chaud d'une boulangerie voisine, et cette odeur particulière du métro parisien. Alexandre se sentait complètement déplacé, mais aussi étrangement excité. Il chercha Sophie des yeux et la trouva près de l'entrée de la station, appuyée contre un mur, portant un blouson en cuir marron, un foulard coloré et des lunettes de soleil, même si le soleil n'était pas particulièrement fort. Quand elle le vit, elle sourit et s'approcha. « Vous êtes venu, dit-elle, semblant surprise malgré sa demande. Et vous avez suivi mes instructions vestimentaires. Je suis impressionné. » Alexandre haussa les épaules. « J'ai dit que je viendrais. » Sophie le regarda de la tête aux pieds, évaluant. « Vous avez l'air bien, presque normal, presque comme quelqu'un qui pourrait prendre le métro. »« Je suis capable de prendre le métro, » dit Alexandre défensivement. « J'ai grandi à Paris. J'ai pris le métro quand j'étais jeune. » Sophie rit. « Quand vous étiez jeune, il y a combien de temps? 15 ans? 20 ans? Les choses changent, monsieur Beaumont. Venez, je vais vous acheter un ticket. » Elle le prit par le bras, un geste familier qui surprit Alexandre mais qu'il ne repoussa pas, et le guida vers les distributeurs de billets. « Vous avez un pass Navigo ?» demanda-t-elle. Alexandre secoua la tête. « Non, Bien sûr que non, dit Sophie avec un sourire amusé. Nous allons vous acheter un carnet de tickets alors. 10 tickets pour 16,50 €. Le prix a encore augmenté cette année. » Elle inséra son argent dans la machine et récupéra les tickets. « Tenez, dit-elle en lui en donnant un. Votre premier ticket de métro en combien d'années? » Trop longtemps, admit Alexandre. Ils passèrent les tourniquets et descendirent vers les quais. L'odeur était plus forte ici, un mélange de métal, d'électricité et de corps humains. Les murs étaient couverts de publicités et de tags artistiques. Une rame arriva avec un bruit de tonnerre et ils montèrent, se faufilant entre les passagers. Il n'y avait pas de siège disponible, donc ils restèrent debout, se tenant au bar. Alexandre était conscient de la proximité des autres corps, de la chaleur, du bruit. C'était si différent du silence feutré de sa Rolls-Royce. « Alors, » dit Sophie, en se penchant vers lui pour être entendue par-dessus le bruit du train, « qu'en pensez-vous jusqu'à présent ?»« C'est différent, » dit Alexandre honnêtement. « Mais pas désagréable, juste différent. » Sophie sourit. « Première leçon. La vie normale n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez probablement. C'est juste la vie, avec ses inconvénients et ses avantages. » Ils changèrent de ligne à Bastille, puis descendirent à la station Oberkampf. Quand ils émergèrent à la surface, Alexandre se retrouva dans un quartier qu'il ne connaissait pas bien. C'était animé, bohème, plein de petites boutiques et de cafés, très différent des beaux quartiers où il passait sa vie. « Bienvenue dans mon quartier », annonça Sophie fièrement. « Ce n'est pas le 8e arrondissement, mais j'y suis chez moi. » Elle le guida à travers des rues étroites, bordées d'immeubles haussmanniens, qui avaient besoin de rénovation, mais conservaient un charme indéniable. Des graffitis colorés ornaient certains murs. Des vélos étaient attachés à chaque poteau. L'odeur du café fraîchement torréfié flottait dans l'air. « Nous allons prendre notre petit déjeuner ici », dit Sophie en s'arrêtant devant un petit café de quartier appelé « Chez Marcel ». C'était minuscule, avec seulement quelques tables à l'intérieur et une terrasse couverte où quelques courageux bravaient le froid de novembre. Ils s'installèrent à l'intérieur, près de la fenêtre. Le décor était simple mais chaleureux. Des chaises dépareillées, des murs couverts de photos en noir et blanc de Paris, une vieille machine à café espresso qui sifflait et crachait derrière le comptoir. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, avec une moustache impressionnante, salua Sophie chaleureusement. « Sophie, ma belle, comment vas-tu ?»« Très bien, Marcel. Je t'amène un ami aujourd'hui, monsieur Alexandre. » Elle avait délibérément omis son nom de famille. Marcel serra la main d'Alexandre avec une poignée ferme. « Bienvenue, Alexandre. Tout ami de Sophie est le bienvenu ici. Qu'est-ce que je vous sers ?» Sophie commanda pour eux deux, sans demander l'avis d'Alexandre. 2 cafés crème et 2 croissants au beurre. « Les meilleurs de Paris », ajouta-t-elle en faisant un clin d'œil à Marcel. Quand ils furent seuls, Alexandre dit « Vous auriez pu me demander ce que je voulais. »« Je sais, » dit Sophie,
avec un sourire espiègle. Mais vous auriez probablement commandé quelque chose de compliqué, un cappuccino demi-écrémé avec une poudre de cacao bio du Guatemala. Ici, on garde les choses simples. Alexandre ne put s'empêcher de rire. D'accord, point pris. Donc, quelle est la suite du programme? Vous m'avez fait prendre le métro et me voilà dans un café de quartier. Qu'est-ce que cela est censé m'apprendre? Sophie devint sérieuse. Cela vous apprend que la vie existe en dehors de votre bulle dorée, monsieur Beaumont. Que la vraie vie, celle que vivent la majorité des gens, n'est pas dans les restaurants 3 étoiles et les yachts de luxe. Elle est dans des endroits comme celui-ci, avec des gens comme Marcel qui travaille 16 heures par jour pour maintenir son petit café ouvert, qui connaît tous ses clients par leur nom, qui fait les meilleurs croissants de Paris, non pas parce qu'il veut gagner des millions, mais parce qu'il aime son métier. Elle marqua une pause pendant que Marcel apportait leur commande. Le café était fumant, l'arôme riche et réconfortant. Les croissants étaient dorés, parfaitement feuilletés, encore chauds du four. Alexandre prit une bouchée et fut surpris. C'était effectivement délicieux, peut-être même meilleur que ceux du Lumière d'Étoile. « C'est excellent », admit-il. Sophie sourit. Marcel a appris la pâtisserie chez Ladurée il y a 40 ans. Il aurait pu faire carrière dans les grands hôtels, gagner beaucoup d'argent. Mais il voulait son propre endroit, quelque chose de simple et authentique. Il travaille de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir tous les jours sauf le dimanche. Il n'est jamais devenu riche, mais il est heureux. Il connaît tous ses clients, leurs histoires, leurs joies et leurs peines. Il fait partie du tissu de ce quartier. Elle but une gorgée de son café. C'est ça la vraie richesse, monsieur Beaumont, pas les zéros sur un compte en banque. Alexandre réfléchit à cela pendant qu'il finissait son croissant. Autour d'eux, le café se remplissait lentement. Un vieil homme entra et Marcel lui prépara son café habituel sans même lui demander. 2 femmes d'une trentaine d'années s'installèrent à la table voisine et commencèrent à discuter de leur vie, de leurs enfants, de leurs problèmes de couple avec une franchise qui fascina Alexandre. Dans son monde, personne ne partageait jamais leurs vrais problèmes. Tout le monde prétendait que tout était parfait, que leurs vies étaient des réussites éclatantes. Mais ici, les gens étaient réels, authentiques. « D'accord ?» dit Alexandre finalement. « Je commence à comprendre votre point. Mais qu'est-ce que cela change pour moi? Je ne peux pas devenir Marcel. J'ai des responsabilités, une entreprise qui emploie 12 000 personnes, des actionnaires, des obligations. » Sophie le regarda intensément. « Je ne vous demande pas de devenir Marcel. Je vous demande de vous rappeler que des gens comme lui existent, qu'ils ont de la valeur, que leur bonheur et leur bien-être sont aussi importants que vos marges bénéficiaires. Quand vous prenez des décisions dans votre tour d'ivoire, vous affectez des vies réelles, comme celle de Marcel, comme la mienne. » Elle se pencha en avant. « Savez-vous pourquoi je travaille aux Lumières d'Étoile? Parce qu'ils paient 16 € de l'heure au lieu du salaire minimum. Savez-vous pourquoi? Parce que le propriétaire, M. Laurent, se souvient d'avoir été serveur lui-même il y a 30 ans et il croit en un salaire décent. C'est un homme riche maintenant, mais il n'a pas oublié d'où il vient. » Alexandre se sentit mis au défi. « Vous pensez que j'ai oublié d'où je viens ?» demanda-t-il. Sophie haussa les épaules. « Je ne sais pas, monsieur Beaumont. D'où venez-vous exactement? Vous êtes né dans une des familles les plus riches de France. Avez-vous déjà vraiment connu la lutte, l'incertitude, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer à la fin du mois? C'était un coup direct et Alexandre le ressentit. Elle avait raison. Il était né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme disait l'expression. Il n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent un seul jour de sa vie. Non, admit-il, je n'ai jamais connu ces choses. Mais cela signifie-t-il que je ne peux pas comprendre? Que je ne peux pas avoir de l'empathie? Je ne sais pas, dit Sophie honnêtement. C'est ce que nous sommes ici pour découvrir, non? Si l'homme qui a plongé dans l'eau pour sauver une adolescente qu'il ne connaissait même pas peut encore comprendre, peut encore ressentir. Elle termina son café. Allons-y, j'ai d'autres endroits à vous montrer. Ils quittèrent le café après qu'Alexandre eut insisté pour payer, ce qui lui coûta seulement 7 €, un montant dérisoire pour lui, mais qui lui fit réaliser combien les choses simples pouvaient être abordables. Sophie le guida ensuite vers le marché d'Aligre, un marché aux puces célèbre parmi les Parisiens, mais inconnu de la plupart des touristes, et certainement d'Alexandre. Le marché était une explosion de couleurs, d'odeurs et de sons. Les étals de fruits et légumes débordaient de produits frais. Des vendeurs criaient leurs offres spéciales. Des musiciens de rue jouaient du jazz au coin des rues. Des antiquaires vendaient des trésors cachés parmi des montagnes de bric-à-brac. Alexandre se sentait dépassé par tout ce chaos joyeux. Dans sa vie, tout était organisé, contrôlé, prévisible. Mais ici,
C'était le glorieux désordre de la vie elle-même. Sophie l'emmena d'étal en étal, le présentant à des vendeurs qu'elle connaissait. Voici Fatima. Elle vend les meilleures dates du marché. Son mari les importe directement de Tunisie. Et voici Jean-Claude. Il répare des horloges anciennes. Il peut réparer n'importe quelle montre, peu importe son âge. Alexandre écoutait, observait, absorbait. Ces gens avaient des histoires, des passions, des vies riches même s'ils n'avaient pas de richesse matérielle. Fatima parlait de son fils qui étudiait la médecine à l'université de Sorbonne, la fierté évidente dans sa voix. Jean-Claude montrait une montre de poche du 19e siècle qu'il était en train de restaurer, expliquant chaque mécanisme avec l'enthousiasme d'un enfant. Sophie acheta quelques légumes pour son dîner, négociant gentiment les prix avec les vendeurs, qui semblaient tous l'adorer. Alexandre se surprit à envier ces relations simples mais authentiques qu'elle avait tissées. « Vous voyez, dit Sophie pendant qu'ils marchaient entre les étals, l'argent ne peut pas acheter ce que ces gens ont. L'authenticité, les connexions réelles, le sentiment d'appartenir à une communauté. Vous pouvez acheter des objets de luxe, mais vous ne pouvez pas acheter l'amitié de Fatima ou le respect de Jean-Claude. Ça se gagne avec le temps, avec la présence, avec l'authenticité. » Alexandre hocha la tête, commençant vraiment à comprendre ce qu'elle essayait de lui montrer. Ils s'arrêtèrent à un stand de livres d'occasion où Sophie fouilla pendant 20 minutes, examinant les titres, lisant les premières pages, complètement absorbée. Alexandre l'observait, fasciné par sa passion pour les livres, par la manière dont ses yeux s'illuminaient quand elle trouvait quelque chose d'intéressant. « Vous aimez vraiment les livres ?» observa-t-il. « J'aime les histoires », corrigea Sophie. « J'aime comprendre comment les gens pensent, ce qui les motive, ce qui les brise et ce qui les répare. C'est pour ça que j'étudie l'anthropologie. Les êtres humains sont les créatures les plus fascinantes de la planète. » Elle trouva finalement un exemplaire usé de L'étranger de Camus. « Vous connaissez ce livre ?» demanda-t-elle. « Oui, » dit Alexandre. « Je l'ai lu au lycée. L'histoire d'un homme détaché, incapable de ressentir des émotions. » Sophie le regarda avec un petit sourire triste. « Exactement. Un homme qui traverse la vie sans vraiment vivre, qui ne ressent rien, même quand il devrait. Cela vous semble familier ?» Le message implicite n'échappa pas à Alexandre. « Vous pensez que je suis comme Meursault ?» Sophie haussa les épaules. « Je pense que vous êtes en danger de le devenir si vous n'y prenez pas garde. Peut-être que vous l'êtes déjà partiellement. C'est pour ça que vous êtes ici, non? Pour ressentir quelque chose à nouveau ?» Elle acheta le livre pour 2 € et ils continuèrent leur exploration du marché. Vers midi, Sophie l'emmena dans un petit restaurant vietnamien, coincé dans une ruelle. L'endroit était minuscule, peut-être 10 tables au maximum, les murs couverts de photos de Hanoï et de Saïgon. Une famille vietnamienne le gérait, la grand-mère cuisinant dans une minuscule cuisine ouverte, pendant que ses petits-enfants servaient les clients. « Meilleur faux de Paris », déclara Sophie en commandant pour eux deux. Le bol de soupe arriva fumant, rempli de nouilles, de bœuf tendre et d'herbes fraîches. L'arôme était incroyable, complexe et réconfortant. Alexandre prit une bouchée et fut stupéfait. C'était aussi bon que n'importe quoi qu'il avait mangé dans les restaurants étoilés. « C'est délicieux », dit-il sincèrement. Sophie sourit. Madame Nguyen cuisine les mêmes recettes que sa grand-mère lui a apprises au Vietnam il y a 70 ans. Elle n'a jamais eu de formation formelle. Elle n'a jamais visé des étoiles Michelin. Elle cuisine juste avec son cœur pour nourrir les gens. C'est une forme de générosité, de don. Pendant qu'il mangeait, Sophie lui raconta plus sur sa vie. Ses parents étaient tous deux enseignants, vivant modestement mais heureux. Après son accident à La Rochelle, elle avait développé un intérêt pour la psychologie et le comportement humain, se demandant ce qui poussait certaines personnes à aider et d'autres à ignorer. Elle avait eu des bourses pour l'université, mais devait quand même travailler pour payer son loyer et ses dépenses. « Je ne me plains pas, dit-elle. Beaucoup de gens ont des situations bien pires que la mienne. J'ai un toit sur ma tête, je peux payer mes études, j'ai de la nourriture. C'est plus que ce que beaucoup peuvent dire. » Alexandre écoutait, réalisant combien sa perspective était différente de la sienne. Pour lui, le succès se mesurait en millions, en acquisitions, en pouvoir. Pour Sophie, c'était simplement pouvoir vivre dignement, poursuivre sa passion, avoir des connexions authentiques. L'après-midi, Sophie l'emmena au parc des Buttes-Chaumont, un des plus beaux parcs de Paris, mais souvent négligé par les touristes et les élites, qui préféraient le Luxembourg ou les Tuileries. Ils marchèrent le long des sentiers, passant devant le lac artificiel et le temple de la Sibylle, perché sur une falaise.
C'était un samedi après-midi ensoleillé, et le parc était plein de familles pique-niquant, d'enfants jouant, de couples se promenant main dans la main. « C'est mon endroit préféré à Paris », révéla Sophie. « Quand je suis stressée par mes études ou épuisée par le travail, je viens ici. Je m'assois et je regarde les gens vivre. Cela me rappelle pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'étudie les êtres humains. » Ils trouvèrent un banc avec une vue sur le lac et s'assirent. Pour la première fois de la journée, un silence confortable s'installa entre eux. Alexandre regardait les canards glisser sur l'eau, écoutait les rires des enfants, sentait le soleil sur son visage. Quand était-ce la dernière fois qu'il s'était simplement assis dans un parc sans agenda, sans téléphone, sans penser aux affaires? Il ne s'en souvenait pas. « Merci, dit-il finalement, pour aujourd'hui, pour m'avoir montré cela. » Sophie se tourna vers lui. « Vous sentez-vous différent ?» Alexandre réfléchit honnêtement. « Oui, admit-il. Je me sens plus léger peut-être, comme si un poids que je ne savais pas porter a été soulevé, même temporairement. C'est parce que pendant quelques heures, vous n'étiez pas Alexandre Beaumont, le milliardaire, expliqua Sophie. Vous étiez juste Alexandre, un homme prenant le métro, mangeant du faux, se promenant dans un parc, sans attente, sans performance, sans masque. » Elle hésita avant de continuer. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Allez-y, dit Alexandre. Êtes-vous heureux ?» La question était si simple mais si profonde qu'Alexandre en resta sans voix pendant un long moment. Était-il heureux? Il avait tout ce que la société disait qu'un homme devait désirer. Richesse, pouvoir, influence, respect. Mais heureux? Non, dit-il finalement, la première fois qu'il admettait cela à voix haute. Je ne suis pas heureux. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai été vraiment heureux. Sophie hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Savez-vous pourquoi? Alexandre secoua la tête. Je pense, dit Sophie doucement, que vous avez perdu votre but. Vous avez hérité d'une entreprise, d'un rôle, d'une vie qui n'était peut-être pas vraiment la vôtre. Vous jouez un personnage, vous remplissez des attentes, mais vous n'êtes pas vraiment vous-même. L'homme qui a plongé dans l'eau sans hésiter, qui a rassuré une adolescente terrifiée, qui a fait preuve d'une bonté spontanée. Cet homme avait un but. Il suivait son instinct, son cœur. Mais quelque part en chemin, vous l'avez perdu. Ou peut-être l'avez-vous enterré sous les responsabilités et les attentes. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Alexandre. Elle avait raison. Après la mort de son père, il avait endossé le rôle de PDG non pas par choix, mais par devoir. Il était le fils unique, l'héritier. C'était son destin, sa destinée. Mais était-ce vraiment ce qu'il voulait? Il n'avait jamais pris le temps de se poser la question. Il avait simplement fait ce qu'on attendait de lui. « Alors qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il, sentant une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Comment est-ce que je retrouve cet homme ?» Sophie sourit tristement. « Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est un voyage que vous devez faire vous-même. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer qu'il existe un autre chemin, d'autres façons de vivre, d'être. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et rose. Les températures chutaient et les gens quittaient lentement le parc. Sophie se leva. « Je devrais rentrer. J'ai une dissertation à terminer pour lundi. » Alexandre se leva également, ne voulant pas que cette journée se termine. « Est-ce que je peux vous revoir ?» demanda-t-il. Sophie le regarda longuement. « Pourquoi ?»« Parce que, » Alexandre chercha les bons mots, « vous me faites me sentir vivant. Vous me montrez des choses que j'ai oubliées. Vous ne me voulez rien, ne me jugez pas, ne prétendez pas. Vous êtes juste, réel, et j'ai besoin de ça dans ma vie. » Sophie sembla touchée mais aussi prudente. « Monsieur Beaumont, Alexandre, l'interrompit-il, s'il vous plaît, appelez-moi Alexandre. »« Alexandre, » corrigea Sophie avec un petit sourire. « Vous et moi venons de mondes différents. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était spécial. Mais je ne sais pas si cela peut être plus qu'une journée. Nos vies sont trop différentes. Vous avez vos obligations, votre monde. Moi, j'ai le mien. Que pourrait-il se passer entre nous? Je ne sais pas, admit Alexandre. Mais je voudrais le découvrir. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne vous demande rien d'autre que votre temps, votre compagnie. Pas de promesses, pas d'attente. Juste voir où cela nous mène. » Sophie hésita, visiblement en conflit. Finalement, elle dit « D'accord, mais à mes conditions. Pas de restaurant chic, pas de cadeaux coûteux, pas d'essayer de m'impressionner avec votre argent. Si nous nous voyons, ce sera comme aujourd'hui. Simple, réel, authentique. Pouvez-vous accepter cela ? » « Oui, » dit Alexandre sans hésitation.
Absolument. Sophie sourit. Alors donnez-moi votre téléphone. Alexandre lui tendit son iPhone et elle y entra son numéro. Voilà. Mais ne m'appelez pas avant mercredi. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela, à ce que cela signifie, d'accord? Alexandre hocha la tête, même si attendre 4 jours lui semblait une éternité. Ils quittèrent le parc ensemble, marchant dans un silence confortable vers la station de métro la plus proche. À la bouche du métro, Sophie se tourna vers lui. « Aujourd'hui était important, Alexandre. J'espère que vous ne l'oublierez pas quand vous retournerez dans votre monde demain. J'espère que quelque chose a changé en vous, même légèrement. »« Ça a changé, » assura Alexandre. « Vous avez ma parole. » Sophie sembla satisfaite de cette réponse. Puis, dans un geste qui surprit Alexandre, elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement sur la joue. « Au revoir, Alexandre. À mercredi peut-être. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle disparut dans la bouche du métro, avalée par la foule du samedi soir. Alexandre resta là, sa main touchant sa joue où elle l'avait embrassée, se sentant comme un adolescent après son premier rendez-vous. Le trajet de retour chez lui fut un moment de réflexion profonde. Alexandre prit le métro plutôt que d'appeler un taxi, voulant prolonger l'expérience de la journée. Il observa les autres passagers avec un intérêt nouveau, une femme âgée fatiguée par sa journée de travail, un jeune couple d'amoureux dans leur bulle, un homme lisant un roman de poche usé. Tous avec leurs histoires, leurs luttes, leurs joies. Des vies aussi importantes et significatives que la sienne, même si elles n'incluaient pas de millions et de pouvoir. Quand il arriva finalement chez lui, son appartement luxueux lui sembla encore plus vide et impersonnel qu'avant. Les œuvres d'art coûteuses sur les murs, les meubles de designer, tout cela semblait soudainement superficiel, dépourvu de sens. Cette nuit-là, Alexandre ne put pas dormir. Il resta éveillé, pensant à Sophie, à leur journée ensemble, aux vérités inconfortables qu'elle avait révélées. Elle avait raison. Il avait perdu son chemin, s'était perdu dans le rôle qu'on attendait de lui. Mais pouvait-il changer? Devait-il changer? Et si oui, comment? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit sans réponse claire. Vers 3 heures du matin, il se leva, alla dans son bureau, et pour la première fois depuis des années, sortit un carnet et un stylo. Il commença à écrire, non pas des plans d'affaires ou des stratégies, mais ses pensées, ses sentiments, ses peurs. Il écrivit sur l'homme qu'il avait été à 27 ans et l'homme qu'il était devenu. Il écrivit sur Sophie et l'impact qu'elle avait eu sur lui en une seule journée. Dimanche passa dans un brouillard étrange. Alexandre annula tous ses plans. Un brunch avec des associés, une partie de golf au club privé, un concert d'opéra le soir. Il resta chez lui lisant, réfléchissant, essayant de comprendre ce qui se passait en lui. Il ressentait un changement, un réveil, mais il ne savait pas encore ce que cela signifiait pour son avenir. Lundi arriva avec ses responsabilités habituelles. Alexandre retourna à son bureau, à ses réunions, à son rôle de PDG. Mais quelque chose était différent. Il écoutait plus attentivement quand ses employés parlaient. Il se demandait sur leur vie, leurs difficultés. Pendant une réunion sur une restructuration potentielle qui éliminerait 200 postes, il posa des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Qui sont ces personnes? Ont-elles des familles? Que se passera-t-il pour elles si nous procédons à ces licenciements? Ses associés le regardèrent avec surprise. Pierre Dufresne dit « Alexandre, ce sont juste des chiffres sur un tableur, des coûts à optimiser. Tu n'as jamais été sentimental à propos de ces décisions auparavant. » « Peut-être que j'aurais dû l'être, » répondit Alexandre. « Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des vies. Des gens qui dépendent de ces emplois pour nourrir leur famille, payer leur loyer. Ne devrions-nous pas au moins considérer des alternatives avant de simplement les éliminer? La réunion devint inconfortable. C'était un territoire inconnu pour tout le monde. Finalement, Alexandre dit « Je veux qu'on explore d'autres options. Des retraites anticipées volontaires avec des packages généreux, des formations pour permettre les transferts internes, des consultations avec les employés concernés. Nous ne procéderons pas à des licenciements massifs sans avoir épuisé toutes les alternatives humaines. » Mardi fut similaire. Alexandre commença à voir son entreprise et son rôle différemment. Ce n'était pas juste une machine à faire de l'argent. C'était une communauté de milliers de personnes dont le bien-être dépendait en partie de ses décisions. Cette prise de conscience était à la fois effrayante et libératrice. Mercredi matin arriva enfin. Alexandre se réveilla tôt, nerveux comme il ne l'avait pas été depuis des années. Sophie avait dit qu'il pouvait l'appeler aujourd'hui. Il regarda le téléphone pendant 30 minutes avant de trouver le courage de composer son numéro.
Elle répondit à la troisième sonnerie. « Bonjour, Alexandre. » Sa voix était chaleureuse, accueillante. « Bonjour, Sophie. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. »« Non, j'étais réveillé. En fait, j'attendais votre appel. »« Vraiment ?» Alexandre ne put cacher sa surprise. « Vraiment ?» confirma Sophie avec un rire léger. « J'ai beaucoup pensé à notre journée samedi. À vous, à nous. C'était inattendu. »« Pour moi aussi, » admit Alexandre. « Je n'arrête pas d'y penser. Vous avez changé quelque chose en moi, Sophie. Je vois les choses différemment maintenant. Mon travail, ma vie, mes priorités. »« C'est bien, » dit Sophie. « Mais Alexandre, vous devez comprendre quelque chose. Je ne peux pas être votre projet de rédemption. Je ne peux pas être celle qui vous sauve ou qui donne un sens à votre vie. Vous devez trouver cela vous-même. »« Je sais, » dit Alexandre rapidement. « Ce n'est pas ce que je veux. Enfin, si, d'une certaine manière, vous m'aidez. Mais ce que je veux vraiment, c'est vous connaître. Pas Sophie la serveuse ou Sophie l'étudiante. Juste Sophie, la personne que vous êtes. » Il y eut un silence, puis Sophie dit doucement « D'accord, je veux vous connaître aussi. Le vrai Alexandre, pas le masque que vous portez pour le monde. » Ils convinrent de se revoir vendredi soir. Sophie insista pour que ce soit elle qui choisisse l'activité cette fois encore. « Faites-moi confiance, » dit-elle mystérieusement. Vendredi arriva finalement. Alexandre passa la journée dans un état d'anticipation anxieuse. Il ne pouvait pas se concentrer sur son travail, au grand désarroi de Madame Rousseau, qui dut lui rappeler 3 fois une conférence téléphonique importante avec des investisseurs japonais. À 18 heures, Alexandre quitta le bureau. En soi, un événement rare. Il partait habituellement vers 21 heures et rentra chez lui pour se changer. Sophie lui avait dit de porter quelque chose de confortable et chaud. Il enfila à nouveau son jean, ajouta un pull épais et une veste chaude. Il se regarda dans le miroir et sourit. Il avait l'air jeune, détendu, plus vivant que sur toutes les photos de lui dans les magazines économiques. Il s'était redonné rendez-vous à 19 heures devant l'église Saint-Eustache, près des Halles. Quand Alexandre arriva, Sophie était déjà là, portant un manteau rouge vif qui la faisait ressortir dans la foule. Elle tenait un sac à dos et souriait. « Prêt pour une aventure ?» demanda-t-elle. « Toujours ?» répondit Alexandre, réalisant qu'il le pensait vraiment. Sophie le prit par la main. Un geste simple qui envoya une décharge électrique à travers le bras d'Alexandre et le guida à travers les rues. Il finira par arriver près de la Seine, et c'est là qu'Alexandre vit ce qu'elle avait planifié. Un bateau-mouche était amarré au quai, mais pas un de ces bateaux touristiques luxueux. C'était plus petit, plus rustique, avec des lumières festives accrochées tout autour. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Alexandre. « Une croisière communautaire », expliqua Sophie. « Organisée par une association locale pour célébrer l'arrivée de l'hiver. C'est un mélange de tout le monde, étudiants, familles, retraités. Il y aura de la musique live, de la nourriture faite maison et une vue magnifique sur Paris illuminée. J'ai pensé que ce serait parfait pour vous montrer comment les gens ordinaires célèbrent. » Alexandre était touché par la pensée qu'elle avait mise dans cela. Ils montèrent à bord et furent immédiatement accueillis par une atmosphère chaleureuse et festive. Des tables étaient rechargées de plats apportés par les participants, quiches, salades, gâteaux, fromages. Un groupe de musiciens installait ses instruments dans un coin. Des enfants couraient partout avec excitation. Sophie le présenta à divers gens, tous accueillants et amicaux. Le bateau quitta lentement le quai et commença à glisser sur la Seine. Paris se déroulait autour d'eux dans toute sa beauté nocturne. La tour Eiffel scintillante, Notre-Dame encore en reconstruction, les ponts illuminés. Alexandre avait vu cette vue 1000 fois depuis des yachts privés, mais c'était différent ce soir. Il n'était pas un observateur solitaire derrière une vitre, mais partie d'une communauté joyeuse célébrant simplement d'être vivant, d'être ensemble. La musique commença, une chanson française traditionnelle que tout le monde semblait connaître. Les gens se levèrent et commencèrent à danser, se tenant par les mains, riant, chantant. Sophie tira Alexandre vers la danse, malgré ses protestations. « Je ne danse pas, dit-il. « Vous dansez maintenant, insista Sophie. Et il dansa. Maladroitement au début, conscient de soi, mais Sophie le guida patiemment. Bientôt, il se laissa aller au rythme, à la joie pure du moment. Autour d'eux, d'autres couples dansaient, jeunes et vieux, couples et amis, tout le monde mélangé dans une célébration joyeuse de la vie. Alexandre réalisa qu'il riait, vraiment riait, pour la première fois depuis des années. Sophie le regardait avec un sourire radieux, ses yeux verts brillant dans la lumière tamisée du bateau. « Vous voyez, dit-elle, vous pouvez être heureux. Vous savez comment. Vous l'aviez juste oublié. » Alexandre l'attira plus près,
leurs corps se mouvant ensemble au rythme de la musique. À ce moment, il ne se souciait pas de qui il était censé être, des attentes, du maintien de son image. Il était juste un homme dansant avec une femme extraordinaire sur un bateau glissant à travers Paris. Plus tard, ils se trouvèrent un coin tranquille à l'avant du bateau, loin de la foule. Ils s'assirent côte à côte, partageant une bouteille de vin rouge bon marché et regardant Paris passer. « Merci », dit Alexandre doucement, « pour tout ceci, pour me montrer qu'il existe une autre façon de vivre. »« Vous le méritez », dit Sophie. « Tout le monde mérite d'être heureux, Alexandre, même les milliardaires. » Ils rirent ensemble, puis Sophie devint plus sérieuse. « Puis-je vous demander quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, vous étiez cet homme généreux et gentil à La Rochelle. Qu'est-ce qui a changé ?» Alexandre réfléchit longtemps avant de répondre. « Mon père est mort, dit-il finalement. 2 ans après cet été à La Rochelle. Cancer du pancréas. Cela a été rapide et brutal. Un jour, il dirigeait l'Empire, le suivant, il était dans un lit d'hôpital, mourant. Il but une gorgée de vin, les souvenirs affluents. Il m'a appelé la veille de sa mort. Il m'a fait promettre de prendre soin de l'entreprise, de l'héritage familial, de tous les employés. Il m'a dit que j'étais maintenant responsable, que je devais être fort, impitoyable même parfois, que les affaires étaient la guerre et que je ne pouvais pas me permettre d'être faible ou sentimental. Alexandre secoua la tête. J'avais 29 ans. Je n'étais pas prêt pour ce poids, mais j'ai promis, et j'ai tenu cette promesse. J'ai construit des murs autour de mon cœur. Je suis devenu l'homme d'affaires impitoyable qu'il voulait que je sois. Je me suis convaincu que c'était la seule façon de réussir, de respecter sa mémoire. Les larmes montaient dans ses yeux maintenant. Mais en chemin, j'ai perdu l'homme que j'étais, l'homme qui plongeait dans l'eau pour sauver des inconnus. Sophie posa sa tête sur son épaule, un geste de réconfort qui toucha Alexandre profondément. Votre père vous aimait et voulait ce qu'il pensait être le meilleur pour vous. Mais Alexandre, vous n'avez pas à vivre selon ses termes. Il est parti. Vous êtes vivant. Vous avez le droit de choisir quel genre d'homme vous voulez être. Et si je ne sais pas quel genre d'homme je veux être, avoua Alexandre. Alors vous le découvrirez, dit Sophie simplement. Pas en un jour, pas en une semaine, mais petit à petit, choix après choix. Vous redécouvrirez qui est vraiment Alexandre Beaumont quand il n'est pas en train de jouer un rôle. Ils restèrent assis ainsi pendant longtemps, regardant les lumières de Paris danser sur l'eau sombre de la Seine. Autour d'eux, la fête continuait, mais ils étaient dans leur propre bulle, isolés mais ensemble. Quand le bateau retourna finalement au quai, il était presque minuit. La foule se dispersa lentement, les gens se disant au revoir, promettant de se revoir bientôt. Alexandre et Sophie marchèrent ensemble à travers les rues maintenant calmes. « Je ne veux pas que cette soirée se termine », admit Alexandre. Sophie sourit. « Toutes les bonnes choses doivent se terminer. » Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Ils arrivèrent à la station de métro où ils devaient se séparer. Sophie se tourna vers lui. « Alexandre, je dois être honnête avec vous. J'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur de ce qui se passe entre nous. Nous sommes de mondes tellement différents. Je ne sais pas comment cela pourrait fonctionner, si cela peut fonctionner. Et j'ai peur de me faire du mal, ou que vous vous fassiez du mal. » Alexandre prit ses mains dans les siennes. « Moi aussi j'ai peur, » admit-il. « Je n'ai pas ressenti cela depuis des années. Cette vulnérabilité, cette incertitude. Mais Sophie, je ne veux pas que la peur nous empêche d'explorer ce qui pourrait être quelque chose de beau. Pouvons-nous juste prendre cela un jour à la fois, sans attente, sans plan à long terme? Juste voir où cela nous mène. » Sophie le regarda longuement dans les yeux, cherchant quelque chose. Elle dut le trouver car elle hocha finalement la tête. « D'accord, un jour à la fois. » Puis, dans un moment qui sembla suspendu dans le temps, elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné, mais doux, tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Alexandre se sentait étourdi, transformé. « Bonne nuit, Alexandre, » murmura Sophie. « Bonne nuit, Sophie, » répondit-il, sa voix rauque d'émotion. Elle descendit les escaliers du métro, se retournant une fois pour lui faire un petit signe de la main avant de disparaître. Alexandre resta là pendant plusieurs minutes, touchant ses lèvres, essayant de capturer le sentiment, de le garder vivant. Finalement, il commença à marcher. Il ne héla pas de taxi, ne chercha pas une voiture. Il marcha simplement à travers Paris, perdu dans ses pensées mais aussi intensément présent. La nuit était froide mais claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de la ville. Il pensa à tout ce qui s'était passé depuis cette soirée aux lumières d'étoiles, comment une rencontre inattendue
avait fissuré sa vie parfaitement contrôlée et laissé entrer la lumière. Les semaines qui suivirent établirent une routine inhabituelle pour Alexandre. Il continuait son travail, dirigeant son empire avec la même compétence, mais maintenant avec plus de compassion et de conscience. Il implémentait lentement des changements dans la culture de l'entreprise. Meilleurs avantages pour les employés, programmes de formation, une ligne directe anonyme pour les préoccupations des travailleurs. Certains de ses associés pensaient qu'il devenait mou, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. La satisfaction des employés augmentait, la productivité aussi. Il s'avérait que traiter les gens avec dignité était bon pour les affaires. Mais la vraie joie dans sa vie venait de ses rendez-vous avec Sophie. Il se voyait 2 ou 3 fois par semaine, toujours à ses conditions. Jamais dans des restaurants chics ou des lieux élitistes. Toujours dans son monde à elle, le Paris authentique et vivant. Elle l'emmena à une lecture de poésie dans une librairie bohème de Belleville, où des artistes partageaient leurs œuvres dans une pièce enfumée remplie de gens passionnés. Elle l'emmena dans un atelier de réparation de vélos communautaires, où les gens venaient apprendre à réparer leurs propres vélos, partageant compétences et camaraderie. Elle l'emmena à un concert de rue dans le Marais, où un groupe inconnu jouait du jazz, avec une passion qui rivalisait avec n'importe quel musicien célèbre. À travers ses yeux, Alexandre redécouvrait sa ville, la voyant non pas comme une série de quartiers chics, mais comme un organisme vivant rempli de gens créatifs, généreux, authentiques. Et lentement, il tombait amoureux, non pas avec la rapidité brûlante de la jeunesse, mais avec la profondeur mûre d'un homme qui avait perdu et retrouvé sa capacité à ressentir. Sophie aussi changeait. Au début, elle avait été prudente, gardant une certaine distance, se rappelant qu'il venait de mondes différents. Mais au fur et à mesure qu'elle voyait les changements réels en Alexandre, comment il écoutait vraiment, comment il s'engageait avec les gens, comment il laissait tomber ses défenses. Elle se permettait de s'ouvrir aussi. Elle lui parlait de ses rêves. Devenir anthropologue, peut-être travailler avec des communautés marginalisées, aider à donner voix à ceux qui étaient rarement entendus. Elle lui parlait de ses peurs, ne pas être assez bonne, ne pas faire de différence, finir comme tant d'autres, avec des rêves non réalisés. Alexandre l'écoutait, vraiment l'écoutait, d'une manière qu'il n'avait jamais écouté personne auparavant. Et dans ces moments d'intimité émotionnelle, il trouvait quelque chose qu'aucune réunion d'affaires, aucune transaction million. Merci d'avoir lu jusqu'ici. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment elle se termine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'amour entre Alexandre et Sophie peut vraiment fonctionner malgré leurs différences? Êtes-vous curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans leur histoire? Nair, aucune transaction milliardaire ne pourrait jamais lui donner. Un matin de décembre, alors que Paris se couvrait de sa première neige légère de l'hiver, Alexandre prit une décision qui aurait semblé impensable quelques mois auparavant. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Autour de la table en acajou massif se trouvaient les hommes et femmes les plus puissants de son entreprise, tous le regardant avec curiosité mêlée d'inquiétude. « J'ai une annonce importante à faire », commença Alexandre. « Au cours des derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à la direction de notre entreprise, à nos valeurs, à ce que nous représentons vraiment. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Nous avons toujours mesuré notre succès uniquement en termes de profit et de croissance, mais je propose que nous adoptions une nouvelle métrique du succès, une qui inclut le bien-être de nos employés, notre impact sur les communautés où nous opérons, notre responsabilité sociale. » Le silence qui suivit était lourd de scepticisme. Pierre Dufresne fut le premier à parler. « Alexandre, es-tu en train de suggérer que nous devenions une sorte d'organisation caritative? Nous avons des actionnaires qui attendent des rendements. Nous ne pouvons pas simplement... » « Je ne suggère pas de devenir une charité, » l'interrompit Alexandre calmement. « Je suggère que nous reconnaissions que les entreprises les plus prospères à long terme sont celles qui équilibrent profit et but, que nous pouvons faire de l'argent tout en faisant le bien. En fait, je crois que les deux sont inextricablement liés. » Il présenta ensuite un plan détaillé qu'il avait travaillé pendant des semaines avec l'aide discrète de Sophie et de ses contacts universitaires en économie sociale. Le plan incluait une augmentation des salaires minimums dans toutes leurs opérations, un programme de partage des profits pour les employés, des investissements dans des projets communautaires dans les zones où ils opéraient et une transparence accrue dans leurs pratiques commerciales.
Ce plan coûtera initialement de l'argent, admit Alexandre. Mais à long terme, nous verrons une augmentation de la loyauté des employés, une réduction du turnover, une amélioration de notre réputation publique et oui, ultimement, de meilleurs profits. Mais plus important encore, nous ferons la bonne chose. Nous traiterons les gens avec la dignité qu'ils méritent. Le débat qui suivit fut intense et parfois houleux. Certains membres du conseil étaient intrigués, d'autres franchement hostiles. Mais Alexandre tint bon, argumentant son cas avec une passion qu'il n'avait jamais montrée auparavant dans ces salles. À la fin, le plan fut approuvé, bien qu'avec une majorité étroite. C'était un début. Alors qu'il quittait la réunion, plusieurs heures plus tard, épuisé mais exalté, Alexandre reçut un message de Sophie. « Comment ça s'est passé ?»« Je te raconterai ce soir, » répondit-il. « Dîner chez moi, je cuisine. » Il y eut une pause, puis « D'accord, mais je choisis le dessert. » Ce soir-là, pour la première fois, Sophie vint dans l'appartement d'Alexandre. Il avait passé l'après-midi à nettoyer frénétiquement, à acheter des ingrédients dans un marché local plutôt que de faire livrer par son service de traiteur habituel, à essayer de créer quelque chose qui semblerait moins comme un musée et plus comme un foyer. Quand Sophie arriva, portant un manteau simple et tenant un sac avec des pâtisseries d'une boulangerie locale, elle s'arrêta dans l'entrée, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés. « Waouh !» dit-elle simplement. « C'est grand. » Alexandre vit soudain son appartement à travers ses yeux. Les 200 mètres carrés, les plafonds de 4 mètres, les œuvres d'art qui valaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. C'était excessif, impersonnel, froid. « Je sais, dit-il avec gêne. C'est trop. J'ai pensé récemment que je pourrais vendre cet endroit, trouver quelque chose de plus humain. » Sophie se tourna vers lui, surprise. « Vraiment ? Vous feriez cela ? Pourquoi pas ?» Alexandre haussa les épaules. « Ce n'est qu'un endroit. Il ne me rend pas heureux. En fait, il me fait me sentir encore plus seul. » Sophie s'approcha de lui et prit sa main. « Alexandre Beaumont, vous avez vraiment changé, n'est-ce pas ? Grâce à vous, dit-il sincèrement. Vous m'avez montré qu'il existait une autre façon de vivre, d'être. Vous m'avez sauvé, Sophie, tout comme je vous ai sauvé il y a 15 ans. Mais votre sauvetage était bien plus important. Vous m'avez sauvé de moi-même. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste été moi-même. » « Exactement, » dit Alexandre. « Et c'était ce dont j'avais besoin. Quelqu'un d'authentique, de réel, qui me voyait vraiment. Pas mon argent, pas mon nom, pas mon statut. Juste moi. » Ils se tinrent là pendant un long moment, se regardant simplement, tant de choses non dites flottant entre eux. Finalement, Sophie brisa le silence. « Alors, vous alliez me nourrir ou allons-nous rester dans l'entrée toute la soirée ?» Alexandre rit et la conduisit vers la cuisine. Il avait préparé un repas simple, un poulet rôti avec des légumes, une salade, du pain frais. Rien d'extravagant, juste de la bonne nourriture honnête. Pendant qu'il mangeait, il lui raconta la réunion du conseil, le plan qu'il avait présenté, les réactions mitigées. « Je sais que ce ne sera pas facile, dit-il. Il y aura de la résistance, des obstacles. Certains pensent que je suis devenu fou. Peut-être qu'ils ont raison. »« Ils ont tort, dit Sophie fermement. Vous n'êtes pas devenu fou. Vous êtes devenu conscient. Il y a une grande différence. » Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon avec le dessert que Sophie avait apporté. Des éclairs au chocolat d'une petite pâtisserie de son quartier. Alexandre mit de la musique douce et ils parlèrent pendant des heures. De tout et de rien. De l'enfance d'Alexandre, grandir dans le privilège mais aussi sous une pression immense. De l'enfance de Sophie, modeste mais aimante, avec des parents qui valorisaient l'éducation et la gentillesse au-dessus de la richesse. Ils parlèrent de leurs peurs, leurs rêves, leurs regrets. C'était le genre de conversation profonde et intime que Alexandre n'avait jamais eue avec personne, pas même avec son ex-femme pendant leur mariage. Vers minuit, alors que Sophie se préparait à partir, Alexandre trouva le courage de dire ce qu'il ressentait depuis des semaines. « Sophie, je suis amoureux de vous. » Les mots sortirent simplement, nus et honnêtes. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous sommes différents. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles cela ne devrait pas fonctionner. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens. Vous m'avez réveillé d'un sommeil dont je ne savais même pas que je dormais. Vous m'avez montré ce que signifie vraiment vivre. Et je vous aime pour cela, mais aussi pour tout ce que vous êtes. Votre passion, votre authenticité, votre gentillesse, votre force. Sophie le regarda,
les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Alexandre, Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit, l'interrompit-il rapidement. Je voulais juste que vous sachiez. Je ne m'attends à rien. Je comprends si vous ne ressentez pas la même chose, si cela est trop compliqué, si... » Sophie l'interrompit en l'embrassant. Un baiser différent de leur premier baiser tendre. Celui-ci était plein de passion, de désir, mais aussi d'amour. Quand ils se séparèrent enfin, elle murmura « Je t'aime aussi, idiot. Je t'aime depuis des semaines, mais j'avais peur de le dire, peur que cela rende tout trop réel, trop vulnérable. » Alexandre la serra dans ses bras, sentant son cœur battre la chamade contre sa poitrine. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. Sophie se recula légèrement pour le regarder. « On vit, dit-elle simplement. On navigue dans nos différences. On affronte les obstacles ensemble. On construit quelque chose de réel et de beau. On arrête d'avoir peur et on embrasse simplement ce qui est. » Cette nuit-là, Sophie resta. Pas pour le sexe, bien que cela vînt plus tard. Elle resta parce qu'ils ne voulaient pas être séparés, parce que parler semblait insuffisant, parce qu'ils avaient besoin d'être proches, de sentir la présence de l'autre. Ils s'endormirent ensemble sur le canapé trop grand du salon, enveloppés dans une couverture, le corps de Sophie blotti contre celui d'Alexandre, son bras autour d'elle de manière protectrice. Pour la première fois depuis des années, Alexandre dormit paisiblement, sans les cauchemars habituels, sans l'anxiété qui le réveillait généralement à 3 heures du matin. Il se sentait complet, ancré, en paix. Les mois qui suivirent ne furent pas sans défis. La relation d'Alexandre et Sophie devint publique quand un photographe les capta ensemble, lors d'un concert gratuit dans un parc. Les médias s'enflammèrent. Le milliardaire et la serveuse, une histoire d'amour moderne, titrait un journal. Alexandre Beaumont en crise de la quarantaine, spéculait un autre. Il y eut des commentaires cruels sur les réseaux sociaux, des insinuations que Sophie était une chercheuse d'or, que Alexandre traversait simplement une phase. Sophie, qui n'avait jamais été dans l'œil public, trouva cela accablant au début. Des paparazzis la suivaient jusqu'à son université, criaient des questions quand elle sortait du métro. Des gens qu'elle ne connaissait pas avaient des opinions sur sa relation, sur ses intentions, sur qui elle était. Alexandre fit tout ce qu'il pouvait pour la protéger, engagea des gardes du corps, menaça les publications les plus vicieuses de poursuites. Mais il ne pouvait pas contrôler les rumeurs, le jugement public. « Je suis désolé », dit-il un soir après qu'un article particulièrement méchant soit sorti, suggérant que Sophie avait orchestré leur rencontre au restaurant pour piéger un homme riche. « Je ne savais pas que cela serait si difficile. Si vous voulez partir, prendre du recul, je comprendrai. » Sophie le regarda comme s'il était fou. « Alexandre, tu penses vraiment que je vais te laisser à cause de quelques articles stupides et de gens que je ne connais même pas? Je t'aime. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Mais cela te fait du mal, insista Alexandre. Je te vois. Comment tu es devenue plus prudente, comment tu regardes par-dessus ton épaule. Je déteste ce que ma vie t'a fait. » Sophie prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien. Oui, c'est difficile. Oui, je n'aime pas l'attention, les rumeurs, l'invasion de ma vie privée. Mais tu sais ce que j'aime moins? L'idée de te perdre. L'idée de renoncer à ce que nous avons parce que c'est inconfortable ou compliqué. Nous avons dit que nous affronterions les obstacles ensemble. Eh bien, voici les obstacles, et nous allons les surmonter. » Sa force, sa détermination ne firent qu'approfondir l'amour d'Alexandre pour elle. Ils trouvèrent des moyens de naviguer dans le nouveau normal. Alexandre utilisa son influence pour obtenir un peu plus de respect de la vie privée des médias. Sophie apprit à ignorer les commentaires, à se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Ensemble, ils créèrent un espace privé au milieu du chaos public. Alexandre fit quelque chose d'autre aussi. Il invita Sophie à s'impliquer dans son travail philanthropique naissant. Il créa une fondation, la Fondation Beaumont, dédiée à l'éducation et au soutien communautaire. Et il nomma Sophie directrice des programmes, reconnaissant ses études en anthropologie et sa compréhension profonde des besoins communautaires. Certains dans son cercle furent de scandalisés. « Tu donnes un poste de direction à ta petite amie sans expérience ?» protesta Pierre. « Tu te rends ridicule, Alexandre. Sophie a plus d'expérience réelle avec les communautés que nous servons que n'importe qui dans cette entreprise, » répondit Alexandre calmement. « Elle a vécu parmi eux. Elle les comprend. Elle n'est pas juste ma petite amie. Elle est une anthropologue qualifiée avec des idées fraîches et une perspective que nous avons désespérément besoin. » Sophie excella dans son nouveau rôle. Elle développa des programmes qui faisaient réellement une différence.
Bourses d'études pour des étudiants défavorisés, centres communautaires dans les quartiers négligés, programmes de mentorat connectant des professionnels avec des jeunes. Elle insista pour que chaque programme soit développé en consultation avec les communautés elles-mêmes, pas imposé d'en haut. Les gens savent ce dont ils ont besoin, expliquait-elle lors des réunions. Notre travail est d'écouter et de faciliter, pas de dicter. Sa philosophie était radicalement différente de l'approche traditionnelle de la philanthropie, mais elle fonctionnait. Les programmes eurent un impact mesurable. Plus important encore, ils furent accueillis par les communautés avec gratitude et respect. 1 an après leur rencontre aux Lumières d'étoiles, Alexandre et Sophie se tinrent ensemble sur une scène lors de l'inauguration du premier centre communautaire de la Fondation Beaumont à Clichy-sous-Bois, une banlieue parisienne souvent négligée. C'était un bâtiment simple mais beau, avec une bibliothèque, des salles de classe, un espace artistique et une cuisine communautaire. Des centaines de résidents locaux étaient venus pour la cérémonie. Alexandre regarda la foule, vit des familles, des enfants excités, des aînés souriants. Il pensa à combien sa vie avait changé en 1 an. Comment une rencontre avec une serveuse qui avait souri et dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» avait tout transformé. « Je veux remercier quelqu'un de spécial aujourd'hui », dit Alexandre dans son discours. Sophie Moreau qui dirige cette fondation avec une passion et une compassion qui m'inspirent chaque jour. Mais plus que cela, je veux la remercier pour m'avoir sauvé. La foule sembla confuse. Sauver un milliardaire? Comment? Alexandre continua. Il y a 15 ans, j'ai sauvé Sophie de la noyade. Je pensais que c'était la fin de notre histoire. Mais il s'avère que c'était juste le début. Parce qu'il y a 1 an, elle m'a sauvé à son tour. Pas de l'eau physique, mais du naufrage émotionnel. Elle m'a montré que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les connexions que nous créons, les vies que nous touchons, l'authenticité avec laquelle nous vivons. Elle m'a rappelé qui j'étais avant de me perdre dans les attentes et les rôles. Pour cela, Sophie, je serai éternellement reconnaissant. Il se tourna vers elle, sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla devant elle, sous les yeux stupéfaits de la foule et des caméras qui documentèrent l'événement. « Sophie Moreau, veux-tu m'épouser ?» Sophie, les larmes coulant sur son visage, hocha la tête vigoureusement. « Oui, oui, 1000 fois oui !» La foule explosa en applaudissements et acclamations. Des étrangers s'embrassaient, des enfants sautèrent d'excitation, des femmes pleuraient de joie. Ce n'était pas juste une demande en mariage. C'était un symbole, une preuve que l'amour pouvait traverser les frontières de classe, que le changement était possible, que les contes de fées existaient encore, même dans le monde cynique moderne. Alexandre se leva, glissa la bague au doigt de Sophie, une bague simple et élégante qu'elle avait aidé à choisir, rien d'ostentatoire ou excessif, et l'embrassa pendant que la foule continuait d'applaudir. Plus tard ce soir-là, seul dans l'appartement qu'Alexandre avait finalement vendu en faveur d'un endroit plus modeste et chaleureux dans le Marais, ils se tinrent sur leur balcon, regardant Paris scintiller sous eux. « Tu sais, » dit Sophie, appuyée contre lui, « quand je suis entrée dans ce restaurant il y a 1 an, je ne m'attendais pas à ceci. Je voulais juste te remercier, fermer une boucle. Et tu as changé ma vie entière à la place, » dit Alexandre, embrassant le sommet de sa tête. « Je me demande parfois ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris ce travail aux Lumières d'étoiles, si tu ne m'avais pas reconnu ce soir-là. Je pense que nous nous serions trouvés d'une manière ou d'une autre, » dit Sophie. « Le destin, le hasard, appelez ça comme vous voulez. Mais je crois que certaines personnes sont censées entrer dans nos vies. Tu étais censé me sauver à La Rochelle. J'étais censé te retrouver à Paris. C'est notre histoire, Alexandre, et elle ne fait que commencer. » Alexandre resserra son étreinte autour d'elle. Elle avait raison. Ce n'était pas une fin, mais un début. Le début d'une nouvelle vie construite non pas sur l'argent ou le statut, mais sur l'amour, l'authenticité, le but. Il pensa à l'homme qu'il avait été il y a 1 an, isolé, cynique, vide malgré toute sa richesse, et il pensa à l'homme qu'il était maintenant, amoureux, engagé, vivant avec intention. « Je t'aime, Sophie », murmura-t-il dans l'obscurité. « Pour toujours. »« Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Mon sauveteur devenu sauvé. » Ils restèrent là longtemps, regardant leur ville, leur avenir s'étalant devant eux plein de possibilités. Dans les mois qui suivirent, leur mariage fut simple, mais magnifique, célébré non pas dans une cathédrale grandiose, mais dans le petit parc où ils avaient eu leur première vraie conversation. Entourés d'amis des 2 mondes, ses associés d'affaires et ses amis du quartier à elle, prouvant que les mondes différents pouvaient fusionner quand l'amour était le pont. La Fondation Beaumont continua de croître,
touchant de plus en plus de vie. Alexandre trouva un équilibre dans son travail, dirigeant toujours son entreprise avec compétence, mais maintenant avec conscience, toujours rentable, mais jamais au détriment de l'humanité. Et Sophie termina son doctorat, devenant le docteur Sophie Beaumont, spécialiste reconnue en anthropologie urbaine et justice sociale. Leur vie n'était pas parfaite. Ils se disputaient parfois sur des différences de perspective façonnées par leurs origines disparates. Ils faisaient face à des défis. La famille étendue d'Alexandre qui n'acceptait pas toujours Sophie, les amis de Sophie qui se demandaient si elle avait changé en épousant dans la richesse. Mais ils naviguaient dans tout cela ensemble, avec communication, compromis, et un amour profond qui servait de fondation à tout le reste. Des années plus tard, quand on leur demandait de raconter leur histoire, comment un milliardaire et une serveuse s'étaient retrouvés et transformés mutuellement, Alexandre disait toujours la même chose. Elle a souri et a dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Ce simple sourire, cette simple question, a craqué mon monde ouvert. Parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits moments. Un sourire, une question, un choix de voir vraiment quelqu'un d'autre et de se laisser être vu en retour. Et Sophie ajoutait toujours « Il m'a sauvé de l'eau quand j'avais 15 ans. Je l'ai sauvé de lui-même quand j'avais 30 ans. Et maintenant, nous nous sauvons mutuellement chaque jour, simplement en choisissant de nous aimer, de nous soutenir, de grandir ensemble. C'est ça, le vrai sauvetage. Pas un acte héroïque unique, mais 1000 petits actes de gentillesse, de compréhension, de présence. Leur histoire devint une sorte de légende urbaine à Paris. Le milliardaire qui avait tout laissé tomber pour l'amour, la serveuse qui avait transformé un empire. La vérité, comme toujours, était plus nuancée. Alexandre n'avait pas tout laissé tomber. Il gérait toujours son entreprise. Sophie n'était pas juste une serveuse. Elle était une intellectuelle accomplie. Mais l'essence de l'histoire était vraie. 2 personnes de mondes différents s'étaient trouvées, avaient choisi de franchir les barrières qui les séparaient et dans ce processus avaient transformé non seulement leur propre vie, mais aussi les vies de milliers d'autres à travers leur travail philanthropique. Des années plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le même café où Sophie l'avait emmené lors de leur première vraie journée ensemble, chez Marcel, toujours là, toujours servant les meilleurs croissants de Paris, Alexandre regardait sa femme lire un journal académique, ses lunettes glissant légèrement sur son nez, une tasse de café oubliée à côté d'elle, et il se sentait rempli d'une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Marcel s'approcha de leur table. « Vous deux, » dit le vieil homme avec un sourire affectueux, « vous me donnez foi en l'amour. Qui aurait pensé qu'un milliardaire et une étudiante seraient si heureux ensemble? Mais regardez-vous, toujours amoureux, après toutes ces années. »« Toujours, » confirma Alexandre, prenant la main de Sophie. Elle leva les yeux de son journal et lui sourit. Ce sourire, le même sourire qui l'avait captivé au restaurant, qui avait fissuré son monde soigneusement construit, qui l'avait sauvé de lui-même. « À quoi tu penses ?» demanda Sophie. « À combien j'ai de la chance ?» répondit Alexandre honnêtement. « À comment un moment peut changer toute une vie. À comment toi, Sophie Moreau devenue Beaumont, tu as pris un homme perdu et lui as montré le chemin du retour vers lui-même. » Sophie serra sa main. « On s'est sauvés mutuellement, tu te souviens? C'est ce que fait l'amour. Il nous sauve, nous transforme, nous rend meilleurs que nous aurions pu être seuls. » Et c'était la vérité. Dans un monde obsédé par la richesse, le statut, le pouvoir, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux, l'authenticité, la connexion, l'amour réel et profond qui transcendait toutes les barrières. Ils avaient prouvé que les contes de fées existaient, mais pas dans la forme que les gens imaginaient. Pas le prince sauvant la princesse, mais 2 personnes se sauvant mutuellement, encore et encore, à travers les petits actes quotidiens de gentillesse, de compréhension, de présence. Le milliardaire avait cru que c'était juste un autre dîner ennuyeux, jusqu'à ce que la serveuse sourie et dise « Vous ne me reconnaissez pas ?» Et avec ces simples mots, tout avait changé, pour toujours. Merci infiniment d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous avez aimé le voyage d'Alexandre et Sophie, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour moi et m'encourage à créer encore plus de contenu qui vous inspire et vous émeut. Et maintenant, j'aimerais vraiment savoir, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Quel moment vous a le plus touché? Croyez-vous que l'amour peut vraiment transformer les gens comme il a transformé Alexandre? Avez-vous votre propre histoire de comment quelqu'un a changé votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires.
J'adore lire vos réflexions et vos propres expériences. À bientôt pour une nouvelle aventure.